Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridiens Euro. Ce soir, à la barre, Gérard Vaudan, accompagné d'Eugène Crampon et de Jean-Louis Roumégas. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir aussi, parce que c'est le soir finalement, Jean-Louis. Oui, comme maintenant on déborde sur le début de la journée. Bref, non rien. D'accord, merci. Avec nous ce soir comme invité Arnaud Naudin, journaliste indépendant. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors, tous les quatre, nous allons, chers auditeurs, débattre et surtout évoquer, vous présenter le coût de l'immigration en France aujourd'hui. Alors, pour ce faire, donc Arnaud Naudin, journaliste, vous êtes je ne sais pas si le terme exact est spécialiste de la question, mais en tous les cas, vous avez longuement travaillé dessus. Tout à fait. Voilà. Donc, vous allez pouvoir nous apporter un certain nombre d'éclairages sur le phénomène migratoire que nous connaissons aujourd'hui en France. Alors, nous allons aborder cette émission... Dans un premier temps, nous traiterons des chiffres qu'on nous cache. Là, vous nous ferez quelques révélations, cher Arnaud. Ensuite, nous verrons comment l'immigration plombe les comptes de l'État. Ensuite également, nous ferons un petit laïus sur l'émigration et enfin, en dernière partie, nous aborderons les solutions pour sortir de ce tunnel. Alors, tout d'abord, chers auditeurs, il est important de préciser que pour préparer cette émission, nous avons entre collaborateurs et avec notre invité pris comme référence un certain nombre d'écrivains plus ou moins spécialistes de la question. Alors, dans un premier temps, Eugène, vous allez nous parler de Monsieur Millioz et de son fameux rapport. Disons que c'est un petit peu le père du chiffrage de l'immigration en France. Je rappelle que Pierre Millioz, c'est un grand commis de l'État, c'est un énarque. Il adhère au Front National à la fin des années 80 et il intègre tout de suite l'équipe de Bruno Maigret, ainsi que le comité d'études et d'argumentaire piloté par Le Gallou. Et il intègre aussi un dispositif qu'on appelle le Conseil scientifique du Front, qui est un aéropage de personnalités spécialistes d'un certain nombre de données qui sont là pour donner des rapports, charpenter un petit peu le programme du Front. Et qu'est-ce qui se passe ? En 1990, Millioz diffuse un rapport qui porte son nom, le rapport Millioz, sur le coût de l'immigration en France. Alors, il a eu accès évidemment à des sources de par sa fonction, les sources de l'INSEE, les sources des ministères. Il a travaillé sur les sources de l'UNEDIC, de la CNAM, de la Caisse d'allocation familiale, etc. Il croise un petit peu tous les chiffres. Et là, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que pour la première fois, l'immigration est un gouffre financier. Autrefois, le Front National, on l'accusait de répondre que par des slogans. Millioz, lui, il fait une étude extrêmement charpentée où il dit à l'époque que l'immigration nous coûte 211 milliards de francs. On était encore au franc à l'époque, 211 milliards de francs. C'est-à-dire que ça absorbe en gros les 2/3 de ce que les Français paient comme impôt sur le revenu. Je dis bien les 2/3 de ce que paient les Français comme impôt sur le revenu. Alors évidemment, quand il présente son rapport, je me souviens dans la salle, il y avait une grande conférence de presse au paquebot, la salle était pleine, il était à la tribune à côté de Le Pen et de Maigret. Il présente son rapport et ce qui était tout étonnant dans cette histoire, c'est la façon dont la presse s'est emparée de cette affaire. À savoir que 90% des journaux le lendemain ont fait un blackout total. Ils ont décidé de pas en parler de manière étonnante. La petite minorité a décidé d'en parler de manière, mais de toute façon, en maniant ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire l'invective, en disant que Millioz racontait des blagues, que ça tenait pas la route, que c'était notoire, que l'immigration était une chance pour la France. Et puis, un petit peu après, puisque l'étude débordait, commençait à faire du bruit, il y a eu des commissions qui ont été montées, notamment par le Parti Socialiste, par des gens comme SOS Racisme, qui disaient, on va monter des commissions, puis on va démonter le rapport Millioz point par point, puis on va démontrer qu'il a raconté des erreurs, qu'il a fait des erreurs, qu'il a raconté des conneries. Et c'est là que ça s'est compliqué. Et c'est là que ça s'est compliqué parce que depuis 20 ans que ces commissions existent, pour l'instant, ils n'ont pas pondu un seul rapport. Alors, faut savoir que Millioz, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait ce rapport, mais l'année suivante, il a fait un second rapport beaucoup moins connu, c'est dommage, qui s'appelait Les étrangers et le chômage en France, où il démontrait que c'était une aberration l'immigration pour l'emploi. Et puis, il a refait une troisième étude, un petit peu plus charpentée, là, sur les méfaits du libre-échangisme mondial. Vous voyez que c'était un homme qui travaillait sur des sources, mais il a donné naissance à tout un courant d'idées de gens qui maintenant travaillent
travaille de manière un petit peu sur les bases qu'il a jetées, des démographes, des professeurs d'économie, des démographes. On va dire qu'il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie, tout à fait. Alors, justement, dans cette voie, nous avons Arnaud Naudin, nous avons Monsieur Gourevitch. Alors, Monsieur Gourevitch, effectivement, qui est, on va dire, le principal contributeur, même, je crois, le seul contributeur du hors-série du cri du contribuable consacré à l'immigration, intitulé, au moins ça a le mérite d'être clair, Immigration, les chiffres qu'on vous cache. Alors, Gourevitch, ça fait grosso modo, je crois, une dizaine d'années qu'on le connaît, en tout cas, sur ces questions, puisqu'il avait commencé par faire paraître, voilà, c'est ça, des ouvrages sur l'Afrique, la France en Afrique, la France africaine, la France africaine, les Africains de France, donc un certain nombre d'ouvrages. Il est même sorti en éditions Larousse en 2009, L'immigration, ça coûte ou ça rapporte. Alors le propos de Gourevitch, lui, c'est que c'est une analyse, on va dire, purement de chiffres. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Lui, il établit les chiffres, il fait ses recherches, il établit des statistiques, il les recoupe, il part de données. Mais en aucun cas, en tout cas, Gourevitch veut avoir une dimension, je dirais, politique. C'est-à-dire que lui donne des éléments, après ce qu'il dit, à charge pour les politiques d'en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, lui, il donne des éléments, mais c'est une analyse pleinement objective. Voilà. Alors, il recoupe un certain nombre de sources. Il fait également des projections. Et puis, il aboutit à des chiffres qui sont certes effarants, mais il le dit lui-même, qui sont minimisés finalement. Ce qui est intéressant, ce qui est important de noter, c'est que justement, en première partie du hors-série du cri du contribuable consacré à l'immigration, il y a un intertitre qui est page 9 qui s'appelle « Nos chiffres sont une estimation basse ». Parce qu'effectivement, pour arriver à établir un certain nombre de tableaux qui sont présents et qui sont pour la part tous édifiants, parce qu'au moins les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Je veux dire, un chiffre, c'est comme, on peut pas les trafiquer. Je veux dire, on peut pas, une phrase, vous pouvez la couper, la séquencer, mais des chiffres, c'est des chiffres. Ce sont des données purement objectives. Donc, il s'est appuyé sur les travaux de l'INED, de l'Agence nationale d'accueil des étrangers d'immigration, de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, la fameuse OFPRA. Oui, effectivement, la fameuse OFPRA, oui. Et également de chiffres de l'OCDE, également on va dire, d'institutions internationales, sans parler effectivement de tout ce qui est validé pour le Conseil à l'intégration. Mais il dit que il le reconnaît lui-même, c'est que il est parti d'estimations les plus basses, parce que pour lui effectivement, c'est que parfois en essayant de recouper un certain nombre de données pour arriver à à une trame, à une synthèse, il s'est rendu compte que parfois il y avait des écarts quand même assez substantiels. Donc lui, il s'est dit, pour que j'ai le moins de problèmes dans ma méthode scientifique, je vais partir de l'estimation la plus basse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gourevitch, qui est uniquement dans la statistique, dans le fait d'établir des données, de donner des éléments, il dit que, effectivement, en France, il le dit lui-même dans une publication qui est quand même libérale, qui s'affiche quand même libérale, qui est pas du tout, on va dire, de la mouvance nationale ou de la mouvance identitaire. Il dit qu'il y a quand même, en France, c'est vrai, il y a un tabou sur les statistiques techniques. Il est lui-même de gauche, je crois. Oui, il est lui-même de gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord par rapport à son étude, quand il établit à un moment quelques pistes de travail pour essayer de solutionner le problème. Alors justement, Arnaud Naudin, nous y reviendrons, mais plus tard dans l'émission. Je vous coupe, mais je voulais juste préciser aux auditeurs que ce soir, effectivement, ils vont quand même entendre un certain nombre de chiffres. Tout à fait, parce qu'au moins les résultats. Mais c'est une émission qui est consacrée à l'immigration ce soir, mais bien précisément au coût de l'immigration. Ce qui veut dire que nous pourrons par la suite traiter de d'autres aspects de l'immigration. Ce soir, c'est bien ça. Combien ça coûte réellement à ce pays, à cette société? Qui paye? Pourquoi on nous cache tout ça, etc. Alors, vous parliez de Jean-Paul Gourevitch, mais notre ami Jean-Louis Roumégas, lui, va nous évoquer deux ouvrages avec des personnalités également qui sont à la fois Maxime Tandonnet et puis Yves-Marie Leland. Alors Jean-Louis, disons qu'on peut compléter en fait le rapport Millos et les travaux de Jean-Paul Gourevitch par d'autres prises de position qui elles aussi viennent de la droite libérale, ce qui montre que c'est pas tant en fait des chiffres qu'on nous cache, mais il y a deux réalités. Premièrement, ces chiffres sont difficiles à obtenir, ça, et c'est ce qui explique l'estimation basse de Jean-Paul Gourevitch, à savoir que les différentes administrations mettent énormément de mauvaise volonté à transmettre les chiffres, sans qu'on puisse déterminer la part de
de mauvaise volonté politique qui existe, d'une certaine position droit de l'homiste qui est que de toute façon, un certain nombre de statistiques ne sont pas faites et que du coup, en l'occurrence, les services de l'État en fait sont en dessous de ce qu'on pourrait attendre de leur mission. Bon. Et ça, c'est pointé du doigt par des gens qui sont des gens de droite. Maxime Tandonnet, le conseiller, et l'un des conseillers de Nicolas Sarkozy sur la question. C'est lui, en effet, qui a fait le discours de Grenoble de cet été qui a fait scandale. D'ailleurs, comme dirait Michel Drucker, s'il nous écoute ce soir, eh bien, salut à toi. Qui a sorti 2 ou 3 ouvrages qui sont très intéressants. Celui qui, moi, m'a le plus intéressé, c'est Immigration, sortir du chaos, qui porte en particulier sur la politique migratoire en tant que telle. Alors, il n'y a pas énormément de statistiques dedans. Par contre, il montre l'incohérence en fait des politiques européennes et de la politique française en particulier sur la gestion des flux migratoires. Or, cette gestion des flux migratoires, elle induit de façon quasiment mathématique, bien sûr, un certain nombre de coûts en France. L'autre ouvrage qui peut être intéressant de lire pour compléter les travaux de Jean-Paul Gourevitch, c'est les actes d'un colloque tenu par l'Institut géopolitique des populations, qui est en fait un petit institut. C'est pas péjoratif, mais disons qu'il n'a pas un impact peut-être international ou autre, tel que peuvent en avoir d'autres instituts. Donc un institut de géopolitique des populations qui est animé par Yves-Marie Leland, qui avait tenu un colloque en 2006, et les actes ont été publiés chez Harmattan. Ça s'appelle Immigration, Intégration, un essai d'évaluation des coûts économiques et financiers, qui lui, donc pour le coup, est un ouvrage de statistiques. Et donc, qui pointe cette difficulté, bien sûr, à obtenir des chiffres qui soient réellement fiables, sachant que du coup, on est à chaque fois, en effet, obligé de faire des statistiques basses, ce qui évidemment peut donner le tournis, puisque à partir du moment où les chiffres en estimation basse sont déjà impressionnants, ça donne une petite idée de ce qu'ils peuvent être réellement. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, les auteurs distinguent bien les coûts de l'immigration et les coûts de l'intégration. Et les deux, on verra, ne sont pas tout à fait les mêmes. Les coûts de l'immigration, c'est la prise en charge, par exemple, en effet, de ces demandeurs d'asile qu'il faut loger toutes les nuits dans les hôtels ou les centres de rétention, etc. Mais les coûts de l'intégration, c'est autre chose. C'est tous ces gens qui vont venir, par exemple, par le regroupement familial et qui ne maîtrisent pas, par exemple, la langue française et auxquels il va falloir assurer, par exemple, dans l'éducation nationale, des cours spécifiques. Et voilà, avec les enfants qu'il va falloir prendre en charge au sein de l'éducation nationale. Et donc, ces deux dimensions sont évidemment à prendre en compte. Quand on dit immigration, il faut évidemment associer les coûts de l'intégration. Et donc, c'est à prendre, sachant que, là aussi, comme le disait Arnaud tout à l'heure, ces gens s'inscrivent dans une démarche qui est libérale. Et donc, qui peuvent être intéressants comme matériaux, disons, de réflexion, voilà, mais desquels on a énormément de mal à tirer des conclusions politiques, bien sûr. Eh bien, merci Jean-Louis. Alors justement, je disais il y a quelques minutes à nos éditeurs que nous allions donner des chiffres. Ça fait, 13 minutes, on n'a toujours pas donné un seul chiffre. Alors, Arnaud Naudin, dites-nous tout, les chiffres qu'on nous cache. Première question... combien ça nous coûte, ou alors, combien ça nous coûte. Allez. Combien ça nous coûte, c'est simple. Alors simple, je sais pas quand même. Non, disons que comme base de départ, qu'après on pourra détailler, mais qui ont moins certainement la somme et le pourcentage les plus édifiants des travaux de Gourevitch, et en répétant bien que nous parlons d'une estimation basse. C'est que grosso modo, ce qu'il appelle le déficit de la politique migratoire, à savoir le coût de l'immigration et le coût de l'émigration, c'est-à-dire les jeunes Européens, les jeunes Français qui quittent... La fuite des cerveaux. La fuite de nos cerveaux. Grosso modo, c'est à peu près 40 milliards d'euros, soit 2% du produit intérieur brut. Quand on cesse de nous seriner, même si après on peut réfléchir sur les histoires de croissance et de PIB, mais qu'il nous manque toujours à peu près 2% de produit intérieur brut, 2% de croissance, et que ces 2%, on les retrouve dans le coût de la politique migratoire, déjà, c'est proprement édifiant. C'est-à-dire que, grosso modo, l'immigration est une de ses conséquences, parce que là, on pourra peut-être revenir dessus. Une des conséquences de l'immigration, c'est la fuite de nos cerveaux. C'est un énorme gouffre financier pour nos compatriotes. D'accord. Alors, par contre... Parce que si on parle de cerveaux qui pourraient nous envahir, on serait tranquille. Merci Eugène. Eh bien, merci Eugène. C'est un bon début d'émission, effectivement. On fait dans la finesse ce soir.
souvent avec Eugène. Alors, moi je voulais savoir à combien Monsieur Gourevitch estime le nombre de personnes étrangères, d'immigrés dans ce pays. Il avance un chiffre d'un peu moins de 8 millions, c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'il compte bien la population d'origine étrangère, parce que là aussi il y a un problème dans les statistiques, et je ne sais pas si on pourra détailler, mais c'est que le problème de l'immigration et aussi de l'établissement des statistiques, c'est que quand on parle immigrés, on parle des gens effectivement qui n'ont pas la nationalité française. Mais Absolument. Depuis 1974 et le fameux regroupement familial. Merci Giscard. Merci Giscard, Chirac, donc des gens de droite. Faut pas l'oublier, des gens de droite. Effectivement, ces gens-là sont devenus de manière, on va dire, très simple, voire quasiment automatique, français. Sans parler des enfants issus d'unions entre personnes d'origine étrangère, mais qui sont de ce fait français. Donc, Gourevitch considère qu'il y a à peu près, effectivement, 8 millions de personnes qui sont d'origine étrangère en France pour une population totale de 63 millions. Ce qui est déjà quand même, on s'approche à peu près de 1 pour 8. C'est-à-dire que, statistiquement, il y a un résident sur 8 en France qui est d'origine étrangère. Ce qui est quand même... Et en marge haute, je rappelle que Yazid Sabeg, qui faisait partie du précédent gouvernement, on a chiffré jusque 15, lui. Il disait que 15 millions de gens de race étrangère non européenne campaient sur notre sol. C'est le chiffre de Sabeg, c'est pas les miens. Bon, c'est vrai que maintenant, avec le droit du sang qui est aboli et le droit du sol, il est vrai que toute vache naissant dans une écurie devenant un cheval, ils sont tous français, tout le monde est français. Voilà, c'est ce que disait Comte. Oui, il y a un très beau... Oui, avec les exacts. Mais ce qui est intéressant dans le détail de ces chiffres, c'est qu'effectivement, Gourevitch dit que parmi ces 8 millions de personnes, à peu près 8 millions de 7,7 je crois, et donc il y en a 2,3 millions qui ont moins de 18 ans. Oui. Donc ça veut dire que effectivement dans notre fameuse, en tout cas démographie moins perturbée que nos voisins européens, c'est-à-dire quand on parle de la démographie française, que soi-disant les femmes françaises font peut-être un petit peu plus d'enfants. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'elles font 2,1 ou 2,2 ouais, enfants. Ça qu'on fait pas les 2,4 qui sont nécessaires au fameux renouvellement des générations. Et si je ne m'abuse, il y a 80% de cette augmentation démographique qui vient finalement de cette population étrangère, immigrée, qui, on le sait, sont plutôt des familles nombreuses. Tout à fait nombreuses, parce que elles sont intégrées dans un système culturel, parce que le problème de l'immigration et de l'intégration, et on en reviendra tout à l'heure par rapport effectivement à la question des solutions et des divergences qu'on peut avoir avec l'analyse purement économiste de la chose, c'est qu'il y a la dimension culturelle et effectivement des gens qui sont encore qui n'ont pas la culture, certes, post-occidentale qui est la nôtre, avec toutes les critiques que l'on peut formuler contre cette culture post-occidentale, ils sont encore, eux, dans la démarche, considérer qu'il faut faire des enfants, il faut croître et se multiplier. Juste un petit complément par rapport justement à cette histoire de natalité. Non seulement, donc en effet, une majeure partie de cette croissance auto-célébrée à tout bout de champ dans les grands médias provient largement de l'immigration, mais en plus elle est basée sur des chiffres qui sont ceux du recensement de 1999, qui de l'avis de quasiment tous les démographes, en fait, a été le pire recensement fait en France sur en gros l'immédiat après-guerre, les années d'après-guerre, avec quand même une sous-estimation du potentiel de fécondité qui est assez important. Ce qui fait qu'en fait, on est en dessous, sans doute, des chiffres donnés. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur 2 ou 2,1, comme ça peut être dit très souvent. Et sur ces deux, justement, de toute façon, une partie vient de l'immigration. Voilà, Jean-Louis, moi j'avais un chiffre annoncé par Philippe Boursier de Carbon, qui est un démographe, et qui parlait qui disait, sans l'immigration, le taux de fécondité des femmes métropolitaines tomberait à 1,71. Voilà. Bon. Oui, ce qui est mieux par ailleurs que, en effet, par exemple, le taux italien ou le taux allemand, ça là-dessus, l'indice de fécondité italien ou allemand, ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais 1,71, oui, on est bien en deçà de ce qu'il faudrait pour que la France ne crée pas un appel du vide. Il faut aller visiter une maternité et vous verrez que dans les berceaux, les gosses sont toutes les couleurs sauf de la nôtre. Voilà, merci Eugène. Alors justement, un chiffre parmi tant d'autres, mais je crois qu'une partie de l'étude de démontre également,
précise les origines des différents immigrés, parce que il est bien évident que on parle ici d'une immigration africaine, subsaharienne, etc. L'immigration européenne est un autre sujet et je dirais que ce n'a pas non plus les mêmes impacts sur notre population, sur notre système. Alors, combien d'Africains en France, Arnaud Naudin ? Alors, combien d'Africains en France ? Attendez, j'avais vu... Allez, je réponds, j'ai la question, j'ai la réponse, c'est formidable. Je suis venu avec mes réponses également. 6 millions de personnes. Les Africains en France, c'est 6 millions de personnes. 5,8 millions pour être précis. Alors, pourquoi un migrant vient en France ? Pourquoi un migrant vient en France ? Parce que, par exemple, comme l'explique Gourevitch, il peut multiplier ses gains par 4. Par 4 hein. C'est-à-dire par 4 par rapport à... c'est-à-dire en équivalence, ça veut dire que... Voilà, en euros constants, par rapport à son train de vie, etc. Voilà. Dans son pays d'origine. C'est-à-dire que si on prend uniquement en termes de revenus, ce qu'il a à disposition chez lui, c'est qu'effectivement, quand il arrive en France, il multiplie à euros constants ses gains par 4. Déjà, vous arrivez, vous êtes migrant, la plupart du temps... même si là ça pourrait être un autre débat, peut-être revenir plus tard sur l'absurdité de l'immigration dite du travail. La plupart des temps, les gens viennent chez nous parce que, par exemple, vous avez la fameuse CMU. Et puis en plus, quand vous êtes clandestin, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de venir légalement. Attention, vous avez l'aide médicale d'État. Et l'aide médicale d'État et la CMU, c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous venez, vous avez un papier, vous arrivez devant l'hôpital. On vous soigne. Alors, on vous soigne et puis après, on vous donne une place également dans les écoles, dans les universités. Oui, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que 41% des étudiants d'Afrique subsaharienne ont choisi la France. Et on sait pertinemment que ils obtiennent des cartes de séjour de par leurs études et qu'on sait que la France, ça se saurait si on était dans un pays, en tout cas, très à cheval sur l'observance de la fin de ce séjour. On sait pertinemment que c'est une porte d'entrée et que cette porte d'entrée, il y aura pas le retour. Petite illustration de ça, peut-être que vous en avez entendu parler. Il y avait en France cette semaine la ministre de la Santé du Burundi qui était venue pendant une semaine. Ramayad ? Non. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle était venue... Ramayad, c'est le Sénégal. Qu'est-ce qu'elle était venue faire, la ministre de la Santé du Burundi ? Tout simplement, elle était venue proposer aux médecins retraités français, de venir prendre la place de tous les jeunes médecins du Burundi qui en fait viennent en France. Alors pourquoi ils viennent en France ? Simplement parce que leur niveau de revenu entre le Burundi et la France est multiplié par 10. Par 10, pas par 4, par 10. Ouais. Et que donc, en fait, il y a un déficit absolument épouvantable de médecins au Burundi, avec à peu près, avec un niveau de mortalité infantile du coup qui est un des plus hauts du monde. Ce qui est dramatique, effectivement, avec à peu près 40% des femmes qui meurent en couche, etc. Et donc, elle venait inviter les médecins retraités français à partir travailler là-bas. On marche sur la tête, c'est quand même extraordinaire, quoi. Oui, à entendre, c'était absolument incroyable. Et si ces gens, effectivement, avaient la possibilité de rester chez eux, ce serait peut-être plus simple. Je veux dire, ils pourraient leurs études chez eux, etc. C'est quand même sacrément autre chose pour le pays, quoi. Bien sûr. Je rappelle qu'au moment où M. Sarkozy a proposé son concept d'immigration choisie, un certain nombre d'États africains ont levé les bras au ciel en disant que ça allait continuer à pomper les élites de leur propre nation. Oui, absolument. Je pense qu'il y a un autre chiffre, d'autres pourcentages qui sont à mon avis en eux-mêmes, sans les commenter, mais sont suffisamment édifiants pour comprendre quand on parle effectivement de multiplier ses gains par 4, c'est qu'on sait que les prestations sociales forment 14% du revenu des ménages immigrés contre 5% du revenu des autochtones. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un rapport de 1 à 3. Ouais, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que grosso modo, après, toujours dans les chiffres donnés par Gourevitch, vous savez que il y a 100 000 à 150 000 naturalisations qui sont accordées par an. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez 100 000 à 150 000 personnes qui deviennent français par le mariage, par un certain nombre de propriétaires. Vous savez qu'il y a grosso modo 123 000 réfugiés qui bénéficient de la fameuse carte de séjour de 10 ans et des droits sociaux qui permettent
que permet l'obtention de cette carte de séjour. Parce que justement, le travail entre autres de Gourevitch, mais toutes ces analyses là, on est bien avec le poids de toutes ces dépenses qui sont en corollaire, c'est-à-dire effectivement l'éducation pour les enfants, les prestations sociales, tout ce qui est c'est-à-dire que prestations médicales, etc., etc. C'est-à-dire que le rapport entre immigration et immigration, on pourrait se dire bon bah d'accord, il y a une fuite des cerveaux, mais la comprendre c'est que cette fuite des cerveaux, c'est qu'effectivement c'est que c'est pas du tout la même population qui arrive chez nous, et c'est comparativement à nos, je sais pas moi, à nos ingénieurs, à nos scientifiques ou à nos cadres qui préfèrent aller travailler, qui au Canada, qui en Australie, qui en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que grosso modo, on a des gens qui viennent chez nous, qui au lieu, qui pourraient à la rigueur faire justement ce qu'on expliquait tout à l'heure, être, je sais pas moi, des créateurs chez eux, viennent ici, mais parce qu'il y a un système social où grosso modo, c'est quand même, non mais je veux dire, faut ils sont gagnants. Je veux dire, voilà, ça serait être masochiste de dire que de refuser des prestations, grosso modo, vous êtes dans un système où, dans un circuit où vous avez toujours une assistante sociale, une assistante au Pôle emploi, une assistante au centre communal d'action sociale, qui viendra vous expliquer tous les bons circuits pour tout bien faire, pour obtenir tous les aides sans même que vous les demandiez. Alors, notre ami Eugène voulait intervenir. Pardon, Jean-Louis, excusez-moi. Oui, on parlait tout à l'heure d'Yves-Marie Leland. Il a chiffré le coût d'installation la première année. Quand un immigré rentre en France, il avait chiffré ça à 100 000 euros par an à la collectivité. Ça coûtait à la collectivité 100 000 euros. Par immigré, on est bien d'accord. Entre frais d'installation, l'installation des enfants, les logements, etc. En quelle année, Eugène ? 2006, non ? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, c'est lorsqu'il y a eu le colloque. Ouais. Voilà. Sachant que Jean-Louis, il y a quand même 100 000 personnes qui rentrent en France qui ne sont que des femmes et des enfants. Puisque c'est les 100 000 personnes à peu près par an qui rentrent au titre du regroupement familial. Ce qui est effectivement, ce sont bien grosso modo, les 50% de migrants annuels qui sont au titre du regroupement familial. Voilà. Un mot sur le regroupement familial, Eugène ? Oui, alors je vais être méchant une fois de plus. Non, alors juste un mot. D'accord. Donc il faut rappeler qu'il a été signé en 1974. Cette année-là, je rappelle qu'il y avait eu des assises faites par le patronat à Lille. Il y avait déjà 1 million de chômeurs à l'époque, faut s'en souvenir. Et le patronat s'était opposé, parce que c'est quand même là la clé du système, s'était opposé à ce que l'immigration cesse en France. Quelques mois plus tard est signé le regroupement familial. Qui signe le regroupement familial ? Essentiellement 3 personnes. Jacques Chirac, qui est Premier ministre à l'époque, Monsieur Michel Poniatowski, qui est ministre de l'Intérieur aussi à l'époque, et dont il paraît qu'il était proche de nos idées à la fin de sa vie. Alléluia. Et puis une 3e personne dont j'ai toujours du mal à citer le nom sans avoir un peu d'écume aux lèvres, c'est Madame Simone Veil, dont pour pasticher Le Pen, regardant une fois Mendes France à l'Assemblée nationale, avait dit « Vous n'êtes pas sans savoir que vous cristallisez sur vous un certain nombre de répulsions patriotiques presque physiques. » Point à la ligne. Oui, pour compléter ce que dit Eugène, c'était à la fin des années 90, je sais plus quelle chaîne de télévision avait commandé une série d'émissions sur l'immigration en France, Mémoire de l'immigration en France. Il y avait il me semble que c'était France 3 qui avait fait Île-de-France ou quelque chose comme ça. Et donc il y avait 3 documentaires qui avaient été faits par une réalisatrice qui s'appelle Yamina Benguigui, qui est d'origine algérienne. Et donc c'était Mémoire des pères, Mémoire des mères et Mémoire des enfants. Alors le Mémoire des enfants serait à montrer à les enfants de la mémoire. Oui, Mémoire des enfants serait à montrer à tout jeune blanc digne de ce nom, parce qu'en fait le discours, c'était à la fin des années 90, donc il y a 10 ans, et déjà en fait le discours des jeunes issus de l'immigration, comme on dit, dans ce documentaire-là est très très clair. C'est les différentes personnes interrogées affirmaient clairement qu'elles se reconnaissaient pas comme françaises, etc. Bref. Mais ce qui est intéressant en fait dans ces 2 documentaires, celui sur les pères et celui sur les mères, c'est qu'il y a pas mal d'interviews de gens qui faisaient le recrutement des immigrés dans les années 60, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et donc qui, devant la caméra, tiennent des propos qui sont dignes d'un esclavagisme moderne, de bon teint, et sans aucune retenue. Éminemment critiquable de ce fait. Et l'interview du responsable du CNPF, dont le nom m'échappe immédiatement, justement, comme tu en parles, de ces années-là, de 74-75, qui explique que... Serac, je crois que ça doit être... Voilà, Serac. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'ils étaient pour ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient contre l'arrêt
des flux et pourquoi ils étaient pour le regroupement familial. Et il dit ça d'une façon... C'est pas dans ce reportage où on a Monsieur Bouygues aussi ? Ça, non, c'est un reportage qui est diffusé sur le site François de Souche. Je sais pas si on a le droit de le citer là, mais bon. Bien sûr que si, mais si, absolument. Mais sur François de Souche, effectivement, c'est un reportage. C'est vieux, ça, hein. Qui date justement de la période 71, 72, 73, où on voit effectivement, mais pas n'importe qui, on voit Bouygues, c'est-à-dire le bétonneur de la France des années 60-70. Il a un discours, mais hallucinant. Oui, tout à fait. Mais ils ont une franchise incroyable. Une franchise incroyable. C'est-à-dire que c'est une franchise de ces libéraux qui maintenant, de certains libéraux qui maintenant critiquent l'immigration non pas parce qu'ils sont là et qu'il y a un problème de transformation de la population. Ce qui leur pose problème, c'est que ces gens bénéficient de prestations sociales, ni plus ni moins. Voilà. Mais en même temps, il y a grosso modo il y a 40 ans, même on peut dire 50 ans, puisque grosso modo, je reviendrai après, j'expliquerai pourquoi. Mais ces gens-là étaient très contents de faire venir effectivement des paysans d'Algérie, du Maghreb ou de Tunisie, sans parler de ceux qui venaient de l'Afrique subsaharienne, pour une simple raison. Casser le mouvement syndical, et puis surtout, c'est qu'ils reviennent moins cher. C'est-à-dire, grosso modo, l'optique de ce patronat, mais avoué de manière complètement cynique et franche par les Bouygues ou les Dassault de l'époque, c'était de dire, ils vont nous revenir moins cher que des travailleurs français. Et en même temps, l'avantage, c'est que, en faisant ça, c'est que ça nous évite aussi d'investir pour moderniser l'appareil de production. Ce qu'avait fait le Japon, ce qu'ont fait les tigres asiatiques et qui en ont bénéficié dans les années 80. C'est-à-dire que le Japon, quand vous allez là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont un problème démographique, mais au lieu de... Alors après, c'est une question, je dirais, philosophique, mais au lieu de faire venir l'immigration, ils préfèrent ils ont automatisé. Il y a des robots, même si carrément on a mis des robots de type anthropomorphe. On parlait du regroupement familial, donc la deuxième trahison de la droite. La première, elle date de 65. Le fameux décret qui ouvre les vannes à l'immigration. On est sous l'ère du général de Gaulle. 3 ans après avoir refusé l'Algérie française, il nous fait les prémices de l'Algérie algérienne, à savoir que le décret d'ouverture de la France algérienne, vous vouliez dire peut-être. Ouais, presque. Ouais. Et donc l'ouverture des vannes est signée en 65 par 2 personnages quand même. Un qui fera parler de lui plus tard, c'est un haut personnage de l'État à l'époque, c'est un grand fonctionnaire de l'État, il s'appelle Édouard Balladur. Et le second, il est signé par un ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild qui s'appelle Georges Pompidou. Oui. Comme c'est étrange. Et donc ils incitent. Oui, un petit peu. Et donc ils incitent. Ils se mettent d'accord avec le patronat et ils autorisent notamment les grands constructeurs automobiles à l'époque, Peugeot, Renault, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, d'aller faire presque des rafles. C'est le terme. Dans les petits villages au Maroc, en Tunisie, ils vont chercher de la main d'œuvre qui n'a pas besoin de savoir lire ni écrire parce qu'ils savent très bien que pour travailler à la chaîne, le geste est répétitif. Il y a pas besoin ils sont totalement analphabètes. Il y a pas besoin. C'est le prof qui se rebelle. Non, mais dans le documentaire. Non, mais c'est intéressant parce que dans le documentaire, par exemple, de Benguigui, en effet, le recruteur, il parle de ces travailleurs, il les appelle les produits. En fait, il fallait ramener. Ils ne sont pas des êtres humains, ce sont des produits. Voilà, c'est merveilleux. C'est coq en stock. Il fallait ramener des bons produits. Les entrepreneurs, les patrons avaient besoin de bons produits. Donc, ils pouvaient pas se tromper dans le recrutement. Il fallait. Alors, notre ami Arnaud Naudin veut intervenir, messieurs. Disons qu'effectivement, la question que je voulais dire depuis 50 ans, c'est qu'effectivement, c'était pour corroborer ce que vient de dire notre ami Eugène, c'est-à-dire ce qui est merveilleux, c'est que vous avez un De Gaulle sur lequel tout le monde fantasme 40 ans après sa mort sur des propos qu'il a tenus effectivement à Perfit, propos que Perfit a rapportés uniquement en 95, qui sont des propos de bon sens, qui sont qu'un simple constat. Oui, la France est un pays blanc, de religion chrétienne, bon, peut-être, mais en même temps, c'est que sous prétexte que ça, et pour expliquer donc le refus de Gaulle de l'Algérie française, n'empêche que effectivement, dès 62, dès 63, on fait venir par centaines de milliers des gens par bateau pour effectivement dire on sent déjà qu'il y a des tensions démographiques par rapport à l'appareil de production, c'est-à-dire qu'on a vraiment un besoin important de main d'œuvre, même si on sait qu'il y a un baby boom, mais comme maintenant déjà à l'époque la plupart des gens issus du baby boom les jeunes vont à l'université, de moins en moins à l'usine, il faut une main d'œuvre peu qualifiée, comme dit pour les remplacer, et on le fait dès les années 70. Et le plus paradoxal pour revenir par rapport à Pompidou, c'est que Pompidou, quelques mois avant sa mort, donc ça devait être en 63, 74,
s'était livré et disant que le problème c'est qu'il reconnaissait lui-même, mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'empêcher? Vous me direz que c'est un peu facile, tous ces gens qui se qui se mortifient alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que c'est bientôt la fin. Il reconnaissait qu'il avait fait en tant que une erreur. En tant que Premier ministre de Gaulle et ensuite en tant que président de la République, il avait trop permis au grand patronat français, je dis bien le grand patronat français, d'ouvrir les vannes de l'immigration. Très bien. Écoutez, je voudrais pas vous décevoir, mais le petit en profite aussi. Oui. Et tout le monde en profite de l'immigration, oui, sauf le travailleur français de souche. Alors, en général, c'est lui-même qui en pâtit, d'ailleurs. Alors, messieurs, merci pour toutes ces informations et puis pour ces débats. Nous allons maintenant faire une pause musicale, chers auditeurs, et écouter une chanson du Docteur Merlin que nous avons reçue dans nos studios il y a peu. Il y a bon la sécu. Y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu la bidon, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu encore, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu la bidon, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu. Tant que les Français seront assez tarés pour balancer tout leur blé, pour qu'à l'œil on se fasse soigner, oh, à l'hosto on va défiler, oh, y'a bon la sécu patron. Y'a bon la sécu la didon, et hop y'a bon la sécu, y'a bon la sécu didon, y'a bon les allocs patron, y'a bon les allocs la didon, y'a bon les allocs patron, y'a bon les allocs. Tant que les Français seront assez couillons et donneront tout leur pognon pour qu'on ait des allocations, à pas question entrer maison, y'a bon les allocs patron. Y'a bon les allocs la didon, y'a bon les allocs patron, y'a bon les allocs encore, y'a bon le chôme du patron, y'a bon le chôme de la didon, y'a bon le chôme de la didon. Tant que les Français seront assez grands pour filer tout leur argent, nous ici on est contents, même au chôme du t'es gagnant, y'a bon le chôme du patron. Y'a bon le chôme de la didon, y'a bon le chôme de patron, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu la didon, y'a bon le sécu patron, y'a bon la sécu encore, y'a bon les allocs patron, y'a bon les allocs la didon, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu encore, y'a bon le chôme de patron. Y'a bon le chôme de la didon, et hop y'a bon le chôme de, encore, y'a bon la sécu, y'a bon les allocs, y'a bon le chôme de, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu encore, et hop, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu patron, y'a bon la sécu. Chers auditeurs, nous voilà de retour sur Méridien Zéro, consacré au coût de l'immigration. Alors, Arnaud Naudin, je voulais vous demander quelles sont que comportent les dépenses liées à l'immigration, liées à ce phénomène, quels sont les grands postes de dépenses, et puis également comment, vous avancez des chiffres, vous les tirez de tout un tas de publications, etc. Pouvez-vous éclairer nos auditeurs sur la manière dont on obtient ces chiffres, et puis nous pourrons également débattre sur sont-ils les vrais, sont-ils les bons, sont-ils les plus bas avancés, etc. Arnaud. Alors déjà, on peut dire, premier chiffre, que les dépenses d'immigration, et là je parle bien d'immigration, c'est grosso modo 79,4 milliards d'euros. Sur ces 64,9 milliards d'euros, il y a 58,64 qui sont des coûts sociaux. Alors les coûts sociaux, c'est les coûts de la protection sociale, c'est ça? Grosso modo, vous avez les indemnités chômage, vous avez tout ce qui est prestations santé, invalidité, accident du travail, vous avez les prestations vieillesse, les prestations famille, maternité, les prestations logement, pauvreté, exclusion, parce que ces gens-là, malheureusement, c'est vrai, ils sont dans la pauvreté et l'exclusion. Du moins officiellement, je m'entends. On a l'AME, voilà, tout ça, tous ces coûts-là. Et effectivement, vous avez aussi des coûts fiscaux, c'est-à-dire que, grosso modo, dans les coûts fiscaux, il faut comprendre effectivement tout ce que les impôts qui sont prélevés pour répondre à ces coûts sociaux.
D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, si on voulait que les salaires augmentent en France, il y a peut-être aussi un moyen de baisser certaines charges, parce que certaines charges sont dues aussi pour répondre à des dépenses. C'est-à-dire que si vous avez des dépenses qui sont donc les coûts sociaux de l'immigration qui augmentent de manière... Parce que grosso modo, selon Gourevitch, dans l'étude qu'il avait établie pour donc le cri du contribuable de juin 2010, il considère que depuis 2008, les coûts sociaux ont augmenté de 13%. 13%, c'est énorme. On parle bien de milliards d'euros, quoi. Ouais, mais 13% de millions d'euros. De millions d'euros. Mais c'est surtout que c'est 2008. On parle bien de 2008. Donc, on parle de quelqu'un du gouvernement, de la présidence de quelqu'un qui, soi-disant, aurait piqué le programme du Front National en 2007. Vous savez, un petit nabo, là. D'accord. Que beaucoup de gogos de droite ont cru qu'il allait pouvoir faire des choses que le Front National n'avait pas pu faire. Je crois que ça n'a pas très bien marché, hein. Enfin bon, on va pas s'avancer non plus. Non mais c'est ça, c'est Eugène, attention, je vois le sourcil frétillant de l'ami Eugène, je le sens. Allez-y, Eugène. Je ne sortirai pas une vanne sur Sarkozy, ça risquerait de déborder. Et je ne voudrais pas aller lui faire la bise à la 17e correctionnelle. Absolument, merci. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors pour établir ces chiffres, parce qu'effectivement, tous ces chiffres, c'est que par exemple, Gourevitch, il a dit pour calculer les indemnités chômage, le coût donc qui sont de 5,23 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire que pour une population d'à peu près, si on parle de la population... Gourevitch a dit 7,7 millions d'individus. Voilà, c'est-à-dire que ça veut dire que grosso modo, si on prend déjà le rapport entre individu et le coût, ça veut dire que cette population est plus marquée par le chômage que la population autochtone. Donc déjà, on peut s'interroger, est-ce qu'il est normal de faire venir des gens qui, grosso modo, ne pourront jamais travailler ? Alors, normal, je sais pas, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il est judicieux ? Voilà, est-ce qu'il est judicieux de les faire venir ? Normal, ça on expliquera tout à l'heure par rapport à une certaine logique libérale par rapport au mouvement de population. Mais c'est-à-dire que donc, pour établir ces chiffres, il a pris les chiffres de l'INSEE, donc il a pris des chiffres de l'INSEE, donc des chiffres officiels. C'est-à-dire qu'il les a recoupés, il a pris un certain nombre d'éléments donnés par l'INSEE. Et effectivement, pour revenir sur la question chiffres, ça me permet de revenir sur ce que disait le camarade Jean-Louis tout à l'heure, c'est qu'il y a une chose qui est intéressante qui a été avancée, je crois, par Jean-Yves Le Gallou à une conférence de Paul Ennia dernièrement sur les statistiques, c'est qu'effectivement, d'une part, le dernier grand recensement officiel qui a duré à une même époque pour tout le monde, c'est 99, et effectivement, il a montré toutes ses limites. Là, mais c'est que maintenant, ce qu'expliquait Le Gallou, c'est que tous les ans, vous avez des réajustements, des recensements, des recensements partiaux en fait. Des recensements partiaux, avec comme base 1999. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc une base erronée. Non seulement une base erronée, des recensements qui sont partiaux, mais surtout mais on ne donne plus on n'établit plus de photos officielles pour la France. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez des chiffres, il est de plus en plus, ces chiffres existent, mais il est de plus en plus difficile de les obtenir parce que c'est partiaux. Donc il est de ce fait de plus en plus difficile d'établir des mouvements, de voir des plus, des moins, des évolutions, des augmentations, des diminutions. Et donc, c'est-à-dire, et bien là, on peut dire clairement que c'est un but politique. Non, on est bien d'accord. Alors, une partie en fait des chiffres annoncés en termes de population sont pour une partie des extrapolations. C'est-à-dire qu'on part, en fait, on va estimer, en fait, la croissance, je sais pas, moi, par exemple, des agglomérations urbaines de 20 000 à 50 000 habitants, mettons. D'accord. Et on va voir si certaines ont augmenté, d'autres ont diminué, etc. Et à partir de là, on va essayer d'en tirer, en fait, une conclusion pour toute la France. D'accord, mais c'est un peu pardon. Et du coup, je finis juste, et c'est là où, évidemment, on a des surprises, parce que lorsqu'on finit par avoir les chiffres réels, on s'aperçoit, par exemple, que la Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis a explosé. La population de Seine-Saint-Denis a une vitesse de croissance qui est absolument incroyable. Qui n'est pas celle, qui largement été sous-estimée, qui n'est pas celle qu'on pense. C'est pas celle de la Creuse, quoi. Non, mais même, qui n'est pas celle, si tu veux, qu'on lui attribuait. Oui, Arnaud. C'est pour parler de la Creuse, tout le monde s'amuse à ce gosse de la Creuse, qui était une région très belle, mais il y a quand même 2 mosquées à Guéret. Donc petite préfecture de province, on se retrouve quand même avec 2 mosquées. Donc s'il y a 2 mosquées, ça veut dire que même... Donc finalement, par rapport à la Seine-Saint-Denis, proportionnellement, on est pas mal, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, je pense que si on veut parler du coût de l'immigration, c'est que mon point de vue, c'est que je pense que c'est plus seulement concentré dans des régions effectivement qu'on pourrait considérer comme traditionnelles, même si le raccourci peut sembler un peu absurde, c'est-à-dire que c'est plus uniquement concentré en Île-de-France, dans la région nord, autour de Lyon ou de Marseille, c'est-à-dire que maintenant effectivement
tout le coût, je dirais, et donc le coût social et le coût politique de l'immigration et de l'émigration, on le retrouve, il touche tout le monde en France. C'est-à-dire que maintenant, oui. C'est l'ensemble du territoire, quoi. C'est tout le l'ensemble monde y a le droit. Il n'y a pas de raison, pas de jaloux. Surtout que par exemple, on sait que par exemple, ce qui est avéré, moi je l'ai vu faire, c'est que vous prenez la ville de La Flèche, sous-préfecture de la Sarthe, où il y avait le fameux Prytanée militaire pour les Fanamili. Et ben il s'est avéré qu'il y a une quinzaine d'années. Les élus de La Flèche ont dit oui au préfet donc de la Sarthe pour faire venir un certain nombre de familles qui venaient de Dreux. Oh, donc augmentation de la population, mais d'une certaine population. Mais transformation. Vous êtes en train de nous dire que finalement, même à la campagne, les égouts débordent. Oui, forcément, il fallait la sortir, celle-là. Je vois que Monsieur Eugène est nostalgique d'un certain ordre nouveau, mais bon, ça. Oui, non, Eugène est un fan de paraboles. Il ne peut s'en empêcher. Alors, c'est ce qui fait son charme. Voilà. J'aime bien les évangiles. Merci, Eugène. Revenons à nos moutons. Revenons c'est au cas de le dire. Oui, revenons au coût, messieurs. Moi, je veux des chiffres pour nos auditeurs, Monsieur Arnaud Naudin. Donc, le coût de la protection sociale, vous nous dites 5... non, je dis des bêtises, moi, c'est plus que ça. C'est presque 60, c'est près de 60 millions d'euros. Alors oui, on va détailler quand même. Nous avons les indemnités chômage à hauteur de 5 milliards d'euros. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les prestations santé, invalidité, accident du travail, 4 milliards d'euros. Qu'avons-nous encore ? Les prestations vieillesse. Ben oui, parce que il y a cette fameuse retraite, dont on a tant parlé ces derniers temps. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on parlait, comme l'a rappelé Eugène, et comme on a développé, vous avez toute cette classe d'âge de gens qui sont venus à partir des années 60-70 pour travailler dans les usines. Donc de ce fait, ces gens-là maintenant ils sont à la retraite. Oui, absolument. Alors, je me posais une question. Ils sont à la retraite. Certains sont à la retraite dans leur pays d'origine. Alors bon, non, il y en a beaucoup qui. Écoutez, il y en a énormément qui sont restés. C'est-à-dire pour la raison elle est simple. C'est-à-dire que vous touchez votre retraite et vous avez, comme ils touchent pas des grosses retraites, considèrent que ces gens ont droit à un certain nombre d'égards, restent en France pour bénéficier d'un certain nombre de prestations qu'ils ne pourraient pas avoir chez eux. D'accord. Mais par contre, au-delà de ça, il y a aussi le fait que très souvent, c'est des gens qui sont complètement en décalage avec leur société d'origine. Ils sont déracinés, c'est bien là le drame d'ailleurs de l'immigration, c'est qu'également ces gens sont déracinés. C'est-à-dire qu'ils ont un double déracinement. Ils constituent pas non plus la même immigration que celle d'aujourd'hui. Ils sont venus quand même dans le cadre, d'une immigration de travail. Alors, on en pense ce que l'on veut. Alors qu'aujourd'hui, c'est une immigration, disons, de prestations sociales, puisque les chiffres de confort. Et les chiffres qui avaient été donnés ces dernières années, c'est que sur 100 étrangers qui rentrent en France, aujourd'hui, 5 seulement rentrent au titre du travail. Je dis bien, sur 100 personnes qui entrent en France, 5 seulement entrent au titre d'une immigration de travail. Ce qui veut dire que, par de fait, 95% des autres, faut les entretenir. D'où le coût de l'immigration, d'où le panorama que vous êtes en train de nous faire, Arnaud, ce soir. Par exemple, il y a ce qui est, je dirais, absurde pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la dimension réellement criminelle du regroupement familial mise en place par ce gouvernement de droite en 1974, c'est que grosso modo, on met en place le regroupement familial où le problème où la France et on va dire d'autres pays, on crée une crise mondiale. Donc de ce fait, on arrive à un moment où on va se retrouver à un problème d'avoir, dans certains secteurs, un excès de main d'œuvre qu'on ne peut pas employer, qu'on ne peut pas résorber, qu'on peut pas résorber par une nécessité d'employer des gens, et on fait venir des gens alors que grosso modo, on ne pourra pas les employer. Donc c'est ça qui est doublement criminel. Donc ce fait, c'est qu'effectivement, la dimension prestation sociale ne pouvait être on se prive en fait de la possibilité de pouvoir renvoyer les gens, puisque ayant fait venir les familles, il serait criminel évidemment de renvoyer toute la famille. Voilà. Mais de toute façon, c'est le discours tenu. Il y a un autre argument dont use et abuse le patronat, c'est que un certain nombre de secteurs d'activité en France ne trouvent pas preneur. Je pense au secteur du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage, du service à la personne, etc. Donc évidemment. Moi, je travaille dans un service emploi, donc je vois bien l'affaire, comment ça se passe. Les gens qui entrent, ils acceptent de faire ce type de travail, mais ils le font pas longtemps. Ils le font 4-5 ans, et puis c'est terminé. Après, ils passent à autre chose, ils s'occidentalisent un petit peu dans leur façon de voir le marché du travail, et c'est fini. Donc finalement, pour le patronat, c'est un beau jeu, mais c'est un tonneau sans fond.
On est continuellement obligé d'en faire venir d'autres pour que ces postes soient ça. pourvus. Il est nécessaire de fournir. Exact. Alors justement, quand ça entretient la précarité du marché du travail, absolument. puisqu'ils acceptent il y a certains employeurs qui ont été épinglés. Il y a une chaîne de restauration à Paris peu importe, ils font de la cuisine du Sud-Ouest. Ceux qui y sont allés déjà manger ça, s'ils le connaîtront. Je crois que nos camarades identitaires sont allés également. Ils sont allés leur parler. Le type que je connais bien d'ailleurs, il embauche impunément de la main-d'œuvre clandestine, puisqu'on faut pas dire les sans-papiers, ça c'est la thématique de l'extrême gauche. Ce sont des clandestins, il les embauche sans problème, ça lui pose pas de problème de payer des gens même en dessous du SMIC, on me demande comment ils arrivent à vivre, de les exploiter, etc. Ça lui pose aucun problème. Alors un mot Arnaud Nodin, sur le travail illégal, etc. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Combien ça coûte? Écoutez, quand le travail illégal, ça coûte 7,15 milliards d'euros par an. Je dis bien 7,15 milliards d'euros par an. Ah oui, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que grosso modo, c'est 10% de la facture là. C'est grosso modo, oui, on arrive à 10% des coûts sociaux. Et c'est le problème. Mais effectivement, là, on va faire, si on peut me permettre, et ça permettra après par rapport aux solutions et le fait qu'on ne peut pas être d'accord avec certains libéraux, c'est qu'on arrive à. Là, on va être obligé de on ne peut jamais être d'accord avec des libéraux. Merci Eugène. Arnaud, allez-y. C'est qu'on arrive là à un principe économique, il y a une loi, on va dire, de libéral classique qui s'appelle la loi de Ricardo, dite des avantages comparatifs. Alors explicitez-nous ça. C'est-à-dire que Ricardo s'appuie sur des différences entre Ricardo, c'est l'ami de Tubbs dans. Oui, mais c'est pas. Non, c'en est un autre. Très bien. C'est pas le copain espagnol de Pastis. D'accord. Reprenons. C'est que l'idée, c'est les avantages comparatifs, c'est-à-dire que grosso modo, les acteurs économiques veulent optimiser donc ce qu'à leur coûte peu d'argent. Et donc du fait, dans la théorie des avantages comparatifs rapportés au mouvement de population au salaire, vous avez tout intérêt à faire que des gens travaillent beaucoup et gagnent peu d'argent. Et donc vous coûte peu. Et un des moyens que ça vous coûte peu, c'est d'employer une main-d'œuvre clandestine, effectivement. Et alors, est-ce qu'on leur fait du mal à ces gens-là? Parce que c'est illégal, c'est puni par la loi, c'est de l'esclavagisme, c'est honteux. C'est-à-dire qu'il y a la dimension effectivement éthique et morale. Ça, c'est une chose. On est d'accord. Mais le problème, c'est que après tout, est-ce qu'on leur fait du mal? Non, puisque le paradoxe, c'est que l'État s'y retrouve très bien. C'est-à-dire que ces gens-là... l'État s'y retrouve très bien, c'est-à-dire grosso modo, l'un des arguments utilisés par leur soutien et ceux qui veulent la régularisation de tous ces clandestins, effectivement, ils ont un argument de poids. C'est que ces gens-là qui n'ont pas à être là, qui normalement commettent un délit. Quand vous commettez un délit, normalement, vous êtes puni par la loi, me semble-t-il. Il me semble que déjà, quand on dépasse de 2 km/h par rapport à un radar automatique... Ça fait flash. Oui, ça fait flash, puis après on a une amende. Ça fait sous-sous après. Et puis après on a une amende, et puis après ça peut être éventuellement le tribunal de police. Grosso modo, c'est comme nos amis prostituées, si je peux me permettre cette comparaison, c'est-à-dire qu'elles exercent un métier qui est censé être interdit, mais en même temps l'État... Et elles doivent déclarer leurs revenus. C'est la même chose, c'est les clandestins. C'est-à-dire que vous avez des clandestins qui déclarent leurs revenus. Effectivement, il n'y a pas de cotisation URSSAF, mais déclarent leurs revenus. L'État... Donc ils payent leurs impôts, mon cher monsieur, alors. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que si on compare aux impôts qu'ils payent par rapport à tout ce qu'on leur donne en termes de prestations... Et à ce qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas cotisé. Donc grosso modo, ça reste toujours c'est toujours le tonneau des Danaïdes. Il y a une étude allemande. Alors, Yves-Marie Leland, l'Institut de géopolitique des populations, avait fait une étude en 2005-2006 où ils arrivaient en gros à un chiffre qui était d'à peu près 2/3. C'est-à-dire que l'argent en fait payé par les populations immigrées ou d'origine immigrée ne couvrait que 2/3 des dépenses qui leur étaient consacrées. Alors, est-ce que ce chiffre est vrai ou pas? En tout cas, il a été confirmé par une étude allemande qui a été faite en 2006-2007 par un monsieur qui s'appelle le professeur Birg, qui est également démographe, économiste, je ne sais plus dans quelle ville allemande d'Allemagne de l'Ouest, et qui, pour l'Allemagne, arrivait à peu près sur la même statistique, les 2/3. Donc, 2 études sur 2 pays européens, on peut supposer qu'on arrive quand même, on n'est pas très très loin de la vérité. De toute façon, on est toujours dans la même fourchette, grosso modo, des différents rapports qu'on a évoqués. Enfin voilà, tout à fait. 2/3. D'ailleurs, justement, à ce propos, mon cher Arnaud Nodin, puisqu'on parle de balance recettes-dépenses, finalement, en matière d'immigration, ces immigrés
quelles sont les recettes qu'ils amènent à l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Comme ça nous permettra de conclure ce chapitre sur finalement le déficit engendré par leur présence. Grosso modo, ce qu'ils apportent... attendez, Alors prenez votre temps, allez-y, je vous en prie. Je vous laisse consulter vos notes, mon cher Arnaud. Eugène, vous vouliez dire quelque chose en attendant? Pendant qu'Arnaud recherche ses petites fiches, on se disait tout là, mais quel est l'intérêt pour le patronat d'embaucher? Mais le patronat, il est dans une logique capitaliste libérale, il faut jamais l'oublier. Le capitalisme libéral, son but, c'est d'accumuler les profits. Comment faire du profit avec un employé? En le payant, en le sous-payant, en détricotant, en faisant en sorte de précariser l'emploi, de le sous-payer, de l'esclavagiser. Il faut voir dans quelles conditions, quelquefois, ces gens-là sont traités. C'est pas de la plaisanterie. Il faut voir sur les chantiers, il faut voir en cuisine comment ces gens-là, c'est à la limite de l'inhumanité. On n'est pas loin de Germinal pour certains. Ou de coq en stock. Oui, absolument, de coq en stock. Jean-Louis, vous vouliez dire quelque chose, non? Oui, moi j'avais trouvé des chiffres. Moi j'en ai trouvé aussi, Alors, Arnaud, allez-y. Qui a le chiffre magique? Alors le chiffre magique selon Gourevitch, c'est que grosso modo, je vous avais rappelé tout à l'heure que coût de l'immigration et de l'immigration, c'était 40 milliards d'euros par an. La plus-value des immigrés pour le PIB, c'est uniquement 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est un rapport de 1 à 8. C'est-à-dire qu'il rapporte 1, il nous coûte 8. Oui. D'accord, donc c'est quand même assez éloquent. Edith, par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais puisqu'on parlait tout à l'heure de clandestins, donc clandestins, délit, illégalité, etc. Le problème, c'est les estimations. C'est-à-dire que le problème là aussi, c'est que c'est pas facile d'estimer tout ça. C'est-à-dire que là, on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème d'estimation, puisque comme la France refuse les statistiques ethniques, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle met en place une aide médicale d'État qui est un énorme gouffre financier. Et je tiens à la dire, là, je vais faire plaisir à notre ami Eugène, parce qu'on va pouvoir encore cracher sur la droite. Qui est notre ennemi principal, puisque c'est la justification de pouvoir de l'argent. Voilà, au nom de la justification de pouvoir de l'argent, vous êtes bien d'accord que tout à chacun, pour notre santé, en plus donc des charges que l'on paie et qui nous sont prises sur notre salaire, nous payons pour la plupart d'entre nous une complémentaire santé. Oui. Et que même avec cette complémentaire santé, aller à l'hôpital, il y a des remboursements, etc. Grosso modo, des députés UMP, cœur vaillant, qui se disaient qu'il y avait un vrai problème, se disaient qu'à la rigueur, on pourrait faire un ticket modérateur de, tenez-vous bien la somme, attention, c'est gravissime, là on voit qu'on est dans le retour de la France de Vichy, 30 € par an. Ah ouais. Pour l'aide médicale d'État, donc pour soigner des gens qui n'ont pas à être soignés puisqu'ils sont clandestins. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas à être soignés, attention. C'est que théoriquement, ils ne devraient pas être soignés ici puisqu'ils ne devraient pas être là. Voilà, c'est ça. Qu'ils soient soignés chez eux, c'est peut-être. Je veux dire que oui, effectivement, on va rétablir les choses en toute humanité et en toute courtoisie. Non, c'est important parce que effectivement, cette émission-là, voilà, merci Eugène. Le problème des chiffres, c'est que ça déshumanise. C'est vrai aussi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on on a un certain nombre de gens, en tous les cas, qui sont les premiers à donner des leçons de bienséance et de comportement et qui finalement sont les plus gros exploiteurs. C'est quand même extraordinaire. Alors, moi, je reprends ma réflexion de tout à l'heure. Donc, on a des clandestins, mais est-ce qu'on les expulse? Non, on les expulse pas. Par exemple, il y a premier chiffre. On est bien. Je croyais qu'il y avait de l'aide au retour ou quelque chose comme ça, là. Vous avez l'aide au retour, c'est simple. On va parler des Roms. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que les Roms, c'est soi-disant, on peut pas non plus les expulser puisque comme la Roumanie maintenant appartient à européens, voilà. Mais il y a aussi des Roms qui viennent de Yougoslavie. Comme la Yougoslavie n'est pas dans l'espace Schengen normalement, peu importe. On leur a donné l'aide de retour. L'aide de retour, ça avait été aussi mis en place par Raymond Barre à la fin des années 70 pour permettre, effectivement, on prenait un peu conscience qu'il y avait déjà un petit problème avec l'immigration. Léger problème. Je vous parle bien d'il y a 30 ans. Oui. Barre a inventé le rap. Oui. Le retour au pays, c'est lui l'inventeur. Voilà, tout à fait. D'accord. C'était bonne blague. Non mais ça manquait, ça manquait. Alors revenons à le retour au pays. Le retour au pays, il a été mis en place, mais le problème, c'est que là aussi, c'est un tonneau d'énaïde parce que vous donnez une certaine somme à quelqu'un. La personne part. 6 500 € pour un couple avec 3 enfants, plus le prix de l'organisation du retour. Parce que si jamais ce retour est, alors je crois qu'il y a une petite variante, vous avez une option, c'est vous êtes accompagné ou vous êtes forcé ou je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, l'escorte policière, tout le tralala. Là aussi, c'est un coût énorme. Ça monte jusqu'à 10 000 €. 10 000 €, mais le problème, c'est que ça, on a cette somme. Et si on se disait, bon, d'accord,
cette somme, elle est importante, mais on se disait, c'est au moins si c'était un retour définitif. Oui, il revient après. Mais c'est que, oui, vous pouvez tout à fait revenir. Et retoucher, c'est comme au Monopoly. Ouais. Mais c'est comme le Belge qui met à chaque fois sa pièce d'1 € avec le Tant que je gagne, je joue. Voilà. Oui, alors là, messieurs, nous avons un public francophone. Nous avons donc des amis belges que nous saluons au passage. Bien bas. Camarades belges, oubliez cette dernière réflexion de notre ami Arnaud Naudin. Il adore la Belgique en plus. Voilà. Bon, Il y en a alors. qui vivent en Belgique, qui viennent de Nice. Hein. Voilà. Bon, d'accord. Ça c'est fait. Voilà. Alors donc, nous. Non, mais plus sérieusement, effectivement, dites-moi. Le problème là encore, c'est parce que le problème de l'aide au retour, c'est qu'on a toujours un problème, c'est qu'on donne de l'argent, mais en réalité, le problème, c'est pas tellement de l'aide au retour, c'est que le problème, c'est le problème du développement. C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal que ces gens-là quittent le Maghreb, l'Afrique ou l'Asie, parce qu'on fait, c'est vrai, on a surtout parlé de l'immigration d'origine subsaharienne, l'immigration maghrébine, mais quand maintenant je vais à Paris, que je vais dans des bars pour acheter mes cigarettes, j'ai l'impression d'être quand même en plein cœur de Chinatown. Vous avez qu'à arrêter de fumer, ça commence comme ça. Alors, messieurs, mais c'est évident aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on parle des Chinois, les Chinois aujourd'hui rachètent les commerces comme les tabacs. Ils se sont même mis à racheter les boulangeries. C'est assez extraordinaire. Et même l'arabe du coin. J'ai même vu un arabe du coin maintenant cette nuit par un chinois. Mais aller à Belleville, c'est assez extraordinaire. Ils ont même expulsé une autre population du sentier. Exactement, oui. Exactement, pleinement. Alors, messieurs, nous sommes à 1 heure d'émission. Nous allons clore ce chapitre et alors peut-être mais vraiment un tout petit laïus, Arnaud Naudin, sur l'émigration. Juste pour nous dire, pour nous expliquer ce phénomène très rapidement, parce que je voudrais que derrière nous puissions aborder les solutions pour sortir du tunnel. Ça me semble important, sachant que nous aurons, chers auditeurs, je vous le dis, enfin nous allons le tenter en tous les cas, nous allons tenter la chronique de notre ami PGL en fin d'émission en direct au téléphone. En direct au téléphone. Alors nous allons maintenant partir, Arnaud, sur l'émigration. Grosso modo, les migrations, ce sont tous les expatriés, c'est-à-dire tous ceux qui quittent les Français de souche européenne, qui quittent la France pour aller travailler à l'étranger, s'établir à l'étranger, créer leur entreprise à l'étranger, travailler pour des entreprises étrangères. Et alors, ce sont aussi les gens qui vont faire leurs études et qui reviennent, non ? Non. En tout cas, les statistiques sur lesquelles s'appuie Gourevitch, c'est les gens qui ont été formés en France. Et c'est ça qui est important. En termes de coût des migrations, c'est dans le coût, parce que c'est un coût et qui est quand même non négligeable, c'est que il y a des gens qui, ce qui est malheureux à dire en plus par rapport à notre outil économique, ce sont des ingénieurs. Des cerveaux, quoi. C'est nos grands cerveaux. Par exemple, quand vous savez que, par exemple, vous avez des scientifiques qui essayent depuis des années d'avoir un petit laboratoire au CNRS qui ne tiennent pas et puis qui se retrouvent à être recrutés par une grande boîte américaine avec un superbe réseau de laboratoires de recherche d'éléments très bien payés avec beaucoup de fonds privés, la question se pose pas. En même temps, moi je connais des très grands cerveaux qui ont accès à une toute petite radio, à qui on a proposé l'accès à une grande chaîne de télévision ailleurs. Nous avons refusé. Et qui ont refusé et qui sont toujours là. Hein. Absolument. Merci Jean-Louis, merci. Alors, combien nous coûte l'émigration et je dirais derrière, s'il n'y a plus d'immigration, il n'y a plus d'émigration. Il y aura toujours de l'immigration parce qu'il y aura toujours des gens qui, pour des, je sais pas, pour des raisons personnelles, de cœur, d'autres veulent partir à l'aventure. Mais là, c'est que effectivement, le problème de l'immigration, c'est quand vous savez que ça vous coûte plus de 11 milliards d'euros par an. Là, on n'est plus dans le domaine, je dirais, de l'aventure ou du sentiment. C'est-à-dire qu'il y a l'émigration, là, coûte 11 milliards d'euros par an. Oui, donc mettez-moi ça sur ma note. Voilà, c'était grosso modo, là, on peut vraiment parler c'est-à-dire que l'émigration comme l'immigration sont les deux aspects de la crise du modèle social français. C'est-à-dire que, parce que en plus, ce qui est révélateur, c'est que Gourevitch fait un moment un détail sur la pyramide des âges, le sexe et surtout le niveau d'études. C'est-à-dire que parmi les émigrés, vous en avez 88% qui ont déjà le baccalauréat. Le bac seul, vous en avez 30%, vous avez 45% qui ont bac plus 1 ou plus 2 et vous avez un peu moins qu'à le bac plus 3. Mais c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui ont un niveau d'études qui
qui est à peu près le niveau d'études qui pourraient trouver du travail en France, qui veulent s'établir à l'étranger. Et surtout dans les coûts, dont on parle, ce que je disais dans les coûts, c'est que grosso modo, sur les 11 milliards que ça nous coûte, vous en avez près de 5 qui correspondent au coût de formation. C'est-à-dire que grosso modo, nous formons des gens qui ne vont pas travailler chez nous. C'est génial. C'est-à-dire qu'ils vont travailler, qui sont allés effectivement au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne, et qui ont contribué, c'est malheureux à dire, même si elle était factice, à la richesse de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Irlande, de l'Australie. Oui, l'Irlande, la Grèce en ce moment, non. Voilà. Non, mais c'est surtout, c'est qu'en très plus, à partir de là, il y a un tableau intéressant dans Gourevitch, c'est que quand il parle des dépenses d'immigration, il parle des coûts de formation, puis surtout, il parle du manque à gagner fiscal pour l'État, c'est-à-dire que grosso modo, l'État a formé des gens qui, comme ne travaillant pas en France, ne payent pas d'impôts. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a une défiscalisation autour de l'expatriation, c'est ça. C'est-à-dire, vous travaillez, vous travaillez à l'étranger, vous vous établissez à l'étranger, vous ne payez pas des impôts en France. Et grosso modo, ça correspond à un manque à gagner d'à peu près 3 milliards d'euros. D'accord. Et c'est-à-dire que, le fait que ces gens travaillent à l'étranger, ailleurs, créent ailleurs, ça correspond à une perte d'à peu près 2 milliards d'euros pour le produit intérieur brut. D'accord. Alors nous avons quand même ce soir, nous avons annoncé des chiffres qui sont quand même faramineux. Oui, non, mais de toute façon là, et en plus, ce qui est toujours important, ce qu'on a rappelé en début d'émission, c'est qu'on est toujours dans l'estimation basse. Oui, absolument. Donc c'est encore plus effroyable. Alors merci pour ce laïus sur l'émigration, messieurs. Maintenant, je dirais que pour conclure, déjà. Non, alors je vais conclure ce chapitre, Eugène, cette partie de l'émission, parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre sur les solutions, ou tout du moins les pistes de réflexion pour sortir de ce système, enfin pas le terme exact, mais en tous les cas, comment sortir du tunnel. Alors sachant que, pour résumer, non seulement ça nous coûte cher, mais on a bien conscience que l'immigration est en fait l'arme du système, l'arme du capital. Alors Eugène, quelques mots là-dessus ? Alors, puisqu'on parlait des solutions, il y en a une fausse qui a fait florès pendant très longtemps dans notre mouvance, c'est la fameuse préférence nationale. Or, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais la préférence nationale, c'est qu'un concept qui est totalement caduque, puisque on répète depuis le début de l'émission qu'ils sont français. Donc ça veut dire que par définition, s'il y avait la préférence nationale, ces gens-là aussi pourraient être embauchés. Donc ça servirait à rien, la préférence nationale. Je crois que maintenant il faut changer de paradigme dans la société et arriver tout doucement à parler de préférence ethnique. Alors c'est une piste, une solution, une piste de réflexion en tous les cas. Arnaud, vous en avez une, mais je voulais dire qu'effectivement, oui. Excusez-moi, je vous pose une question et je commence à répondre à une question que je me posais en même temps. C'est extraordinaire. Bravo Gérard. Tout ça pour dire que oui, nos amis libéraux, eux, sont persuadés qu'ils ont la solution et qu'elle est relativement simple. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de faire en sorte que recettes-dépenses s'équilibrent pour ce phénomène de l'immigration. Et puis, écoutez, c'est terminé. Hein, comme ça. Le grosso modo, même Gourevitch, qu'on voit qu'il est encore un homme de gauche, puisque au-delà même donc de l'étude qu'il a fait pour le Crédit du contribuable, donc le hors-série numéro 3 de juin 2010, qu'il a fait différents rendez-vous parlementaires où j'étais présent avec les fameux élus UMP de la droite populaire, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire dans le genre vaste foutaise et vaste blague, disait grosso modo qu'effectivement il fallait, alors c'est un coût, qu'il faut s'interroger sur les prestations sociales. Alors certains disaient on n'a qu'à supprimer les prestations sociales, donc effectivement certains vont peut-être rester, mais après tout, comme ils vont pas bénéficier de prestations sociales, ils vont pas nous coûter. Ils vont travailler. Voilà. Ce qu'on disait, c'est les braves clandestins qui vont être les bons esclaves, mais comme ils vont rien toucher, ils vont rien nous coûter. Donc ça, il y a de qui se calme, puisque, comme disait Eugène, le capitalisme financier a besoin je dirais, de ce travail illégal. Je veux dire, moi, je pense fondamentalement, et après, c'est un débat qu'on pourra faire l'objet peut-être d'une autre émission, c'est que je pense que les mafias actuelles sont consubstantielles au capitalisme financier. Donc je pense qu'il y aura toujours, ces gens-là seront toujours partisans de l'immigration des clandestines, de faire venir de cet appel d'air, parce que même en enlevant les prestations, pour une simple raison, c'est que c'est des gens effectivement qui ont un bas coût, qui peuvent faire des tâches qui, grosso modo, on n'a pas envie de payer, et en même temps, ça ne nous empêche pas de délocaliser
Mais alors, il n'y a pas que de la main-d'œuvre clandestine, même la main-d'œuvre légale, avec un véritable contrat de travail, tire les salaires vers le bas. Tant que les gens n'auront pas compris ça, ils n'auront rien compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On propose gentiment, non, on propose pas, on renvoie ces gens, chez eux? Le problème de renvoyer ces gens chez eux, c'est que tant qu'on s'interroge pas sur le système économique, ça ne sert strictement à rien, parce que on peut les renvoyer chez eux. Mais si grosso modo... Non mais alors, il est bien évident qu'à partir du moment où on dit qu'on veut les renvoyer chez eux, c'est qu'on coupe le robinet. Je veux dire, l'objectif c'est que il n'y a plus d'intérêt à venir, parce que c'est aussi ça, non? Le problème c'est que la nature a horreur du vide. C'est une réalité. Oui. Et qu'en fait, ils viennent en Europe parce qu'il y a de la place qui s'y fait. Et pourquoi il y a de la place qui s'y fait? Aussi ça, parce que la population... Politique nataliste. Mettons en place une politique familiale, un salaire pour les parents au foyer, mettons en place des infrastructures conséquentes, des crèches, tout à fait. Etc. Reconnaissons le rôle de la famille, le rôle de la mère de famille, etc. Mais sans être ringard absolument. Une politique nataliste peut nous permettre de combler, vous le disiez, la nature a horreur du vide, de combler ce déficit démographique, mais cela doit être en corrélation avec tout simplement un arrêt de l'immigration et puis une aide au retour progressif de ces gens chez eux, avec un développement, je continue messieurs, je suis sur ma lancée, avec un développement chez eux. Tout à fait. Je rappellerai que, contrairement à ce qui est dit très souvent, les différentes enquêtes d'opinion ont montré que les familles européennes, les familles françaises de souche, très souvent pousseraient bien jusqu'à 3 enfants. Oui, sauf que c'est compliqué, il n'y a pas de structure. Si elles en avaient les moyens financiers et sociaux, et faut s'en donner les moyens. Mais la vraie question, parce que c'est l'immigration, effectivement, le problème de nos amis libéraux et d'études, même si elles sont intéressantes, c'est qu'on voit toujours ça, on dirait à travers la lorgnette, on va dire fiscale ou en termes de coûts, mais c'est un vrai problème de civilisation. Et je pense que la vraie question, c'est qu'en termes économiques, c'est que il faut revenir peut-être à ce qu'expliquait, à mon avis, quelqu'un qui est trop injustement méconnu. C'est c'est ce qu'Allais et d'autres ont parlé dans des espaces, on va dire. Vous parlez de Maurice Allais. C'est-à-dire les espaces économiques auto-centrés. Je pense que moi, je vais peut-être vous aider, mais je considère que l'Afrique doit se débrouiller toute seule. Je pense que la pire chose qu'on ait fait à l'Afrique, c'est 2 choses. C'est la colonisation et la décolonisation. Oui. Oui, mais non, absolument. Alors, Eugène, à un moment, il faut aussi. Pardon, Jean-Louis. Il faut aussi un discours clair, qui est à un moment de savoir ce qu'on veut. Alors, que voulons-nous? Globalement, alors pas nous, mais les populations européennes. Il va falloir travailler sans doute plus. Il va falloir sans doute se serrer la ceinture sur un certain nombre de choses. Le discours, très souvent, c'est de dire pas de problème, d'accord, la natalité s'est effondrée et la démographie ne va pas bien, on fera venir des immigrés pour pouvoir maintenir, par exemple, un certain niveau de prestations sociales et tout ça. Là, non, il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, en effet, si on veut rester entre nous, va falloir payer plus, va falloir faire plus d'efforts. Alors, écoutez, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Louis. Je crois que l'ami Eugène non plus. Je voulais m'en prendre à mon ami qui travaille dans l'éducation nationale. Je vous rappelle que vous étiez bien content de pousser toute une classe d'âge jusqu'au baccalauréat, jusqu'à 16 ans, 17 ans, et vous avez refusé de réhabiliter le travail manuel. Les gamins aujourd'hui, ils veulent pas travailler dans l'hôtellerie-restauration, ils veulent pas travailler sur les chantiers, c'est dégradant. Tout le monde veut faire de l'informatique, du spectacle, du web. Non, attention. C'est les nouvelles tendances. Tant qu'on réhabilitera pas le travail manuel, tant qu'on pensera que ce sont des travaux dégradants, je pense que si on se ressaisit pas, on finira comme les Blancs d'Afrique du Sud. À force de vouloir vider nos propres poubelles, on finit tétard dans l'indivisible, on finit dilué. Eugène, ça c'est en gros, lorsque Jean-Pierre Chevènement, parce que c'est lui a fixé cette statistique de 80% d'une classe d'âge, c'était parce que justement ça correspondait à ce qui était voulu par les employeurs, qui en gros voulaient en effet une main-d'œuvre qui, parce que ayant atteint le bac ou atteint un BTS, donc ayant eu un certain niveau de formation supérieure, s'avérait plus souple. Ensuite, en termes de formation, donc en effet, on a poussé la classe d'âge. Ça veut dire que la gauche aussi est vendue au grand capital. Non, mais mais je suis pas certain. À l'époque, on n'a pas demandé leur avis aux professionnels, en l'occurrence, et je suis pas certain. Enfin, de moi en tout cas, de ce que j'entends parmi les collègues, le discours, il est pas sur une valorisation des études générales et justement de 80% d'une classe d'âge au bac. Et globalement, il y a une réalité qui est qu'en effet, l'enseignement professionnel est sacrifié, mais pas
parce que les enseignants le voudraient. Mais bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Par contre, on pourra y revenir. On pourra y revenir. C'est un autre aspect. Je pense honnêtement que tant qu'on n'aura pas, on leur a pas dit, tant que l'Afrique, on n'aura pas dit en Afrique et dans le Maghreb ou en Asie du Sud-Est que si vous mettez les pieds en France, vous n'aurez droit à plus rien en termes d'allocation sociale ou de logement ou d'emploi. Déjà, je pense qu'on aura déjà coupé une bonne partie des pompes aspirantes. Oui, parce qu'on n'a pas non plus abordé le côté mirage, de l'Occident, etc. Bon, messieurs, en tous les cas, Arnaud, peut-être le mot de la fin, je dirais. Le mot de la fin, je suis d'accord avec Eugène, mais le souci, c'est que effectivement, le problème, c'est qu'on a affaire à des politiques qui je vais parler justement de Gorevitch, je l'ai vu faire un rendez-vous avec des parlementaires UMP, un certain nombre se sont déplacés, étaient contents de se montrer, mais le problème c'est que ces élus, on voit qu'ils ils servent à rien, c'est-à-dire que grosso modo, ils peuvent parader pour faire croire à quelques gogos que oui, à la droite, tu sais, on est vraiment de droite, on les aime pas. Mais bon, ça n'empêche que Sarkozy il est bien, mais bon, parce qu'en plus, comme par hasard, c'est tous des élus du Sud, c'est-à-dire il faut rajouter dans la galéjade et le pastis. D'accord. Non, mais je veux dire, c'est sûr que... Amis sudistes, ne le prenez pas mal. Non, j'exagère, mais c'est-à-dire parfois il y a certains ont vraiment c'est des mauvaises caricatures de Pagnol. Mais non, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que beaucoup d'études sont intéressantes, mais le souci, c'est que c'est une volonté politique. C'est-à-dire que les chiffres, on peut les avoir. C'est-à-dire ces gens-là ont quand même réussi, même si ça leur a demandé du temps. Je pense que Gorevitch, Leland et les autres ont pu établir des statistiques. On peut avoir les meilleurs rapports, peut-être les diffuser au grand public, mais tant que une volonté politique dira qu'on en... Alors, justement, c'est ça, pour conclure, problème, volonté politique, absolument. Ouais. Juste un mot, Eugène, prenez c'est tout bête, hein. On a voulu mettre les automobilistes au pas dans ce pays. Monsieur Sécurité s'en est occupé. Eh bien, écoutez, ça fonctionne sacrément pas mal quand même, dans le sens où il a amené une modification des comportements. Quand il y a une volonté politique, eh bien, derrière, il y a un résultat. Donc, c'est comme le reste. Une volonté politique et on y arrive. Non, Eugène ? Allez, 5 minutes, 30 secondes, je veux dire, excusez-moi. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a une confusion aujourd'hui dans le système. Le système et le monde de la finance, le monde du capitalisme sont les mêmes. Ils se tiennent la main. Ces gens-là, ils n'ont aucune notion comptable de la France. Nous, on a une vision ethnique. C'est la raison pour laquelle jamais on pourra travailler main dans la main avec eux. D'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie en tous les cas pour ce débat. Arnaud Naudin, je vous remercie également. C'est moi qui vous remercie. Pour nous avoir éclairé sur tout un tas on se croira au César. On se remercie tous. Tout un tas de précisions, etc. sur le ou les coûts de l'immigration, pardon. Nous allons maintenant rejoindre notre ami PGL par téléphone. Alors, Sergueï, qui est notre technicien, Sergueï, pouvez-vous nous aider à composer le numéro de téléphone pour appeler notre ami PGL pour qu'il puisse nous faire ses chroniques ? On se croirait sur RTL. Elle est où la valise ? Merde, il y avait le gars. Oui. Monsieur PGL. Bonsoir, Gérard Vaudan. Oh, il me semble que j'ai affaire à la fine équipe. Gérard, Eugène, Jean-Pierre, non. Et notre invité Arnaud, si je ne m'abuse. Non. Alors, nous avons Arnaud, nous avons Jean-Louis Romégas et nous avons Eugène Crampon. Alors, je vois... Jean-Louis. Mais Jean-Pierre Foucault n'est pas là. Ma langue a fourché. Alors, monsieur PGL, je me tourne vers le... Oh, c'est beau, ça. Je me tourne vers le prompteur. Vous avez exactement 12 minutes pour vos chroniques, cher PGL. À vous. À moi. Mais écoutez, j'en profite justement, pour marquer un petit peu la commémoration d'un disparu qui nous a quittés il y a maintenant pratiquement 2 semaines, dimanche 21 novembre. Il s'agit de Jean-Pierre Vulesco, qui était une figure atypique, on va dire, du milieu. Bon, c'est quelqu'un qui était né en 1929 en Roumanie, en Valachie plus précisément, qui a eu une vie un petit peu aventureuse et mystérieuse, a toujours été quelqu'un d'assez singulier, et surtout qui se situe aux confluences de la littérature, de la poésie, d'une approche métaphysique de l'existence. Donc il a écrit une douzaine de romans, 13, je crois qu'il était un 13e qui était prévu, je crois, je ne sais pas s'il était achevé, ainsi que de nombreux essais et poésie. Et c'est quelqu'un qui a été un compagnon de route de la Nouvelle Droite. Alors, ce qui est intéressant chez Pavlesco,
Bon, c'est vrai que son approche peut déconcerter, hein, ce n'est pas un auteur qui trouvera sa place dans toutes les bibliothèques, mais c'est quelqu'un qui, pour les esprits curieux, avant-gardistes et un petit peu décalés, peut susciter l'intérêt. Ça a été mon cas. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de le rencontrer à la fin des années 90. Je me souviendrai toujours d'un petit rendez-vous au salon de thé Angelina, Porte-Maillot, au Palais des Congrès, en compagnie de Luc Saint-Étienne et Arnaud Guillaujanin. Et ensuite, je me souviens l'avoir vu régulièrement pendant un peu plus d'1 an, mensuellement, au Café des Éditeurs à Odéon. Et justement, ça a été l'occasion de lui présenter Gabriel Adinolfi, qui ne manquait pas d'ailleurs de le rencontrer en compagnie lorsqu'il venait en France pour ses déplacements. Et c'était l'occasion justement de deviser sur de nombreux sujets. Et un de ceux qui lui tenait à cœur, bien sûr, son approche, c'était sa conception d'un empire, d'une Europe impériale, en fait, d'un empire eurasiatique, hein, et déjà d'un axe Paris-Berlin-Moscou qu'il avait théorisé dans la lignée des projets de De Gaulle. Hein. D'ailleurs, lui se voulait une sorte de gaulliste atypique. Hein. D'ailleurs, tout est atypique chez lui. Hein. Ce qui était paradoxal pour un ancien réfugié à Madrid dans l'ombrage de Jean-Jacques Susini, le fondateur de l'OAS. Voilà, oui, il a eu, dit-il, un parcours à l'OAS. Il a rencontré des grandes figures, si vous voulez, qui nous sont chères, hein, comme Martin Heidegger, Ezra Pound, Julius Evola, bien sûr, avec qui il aurait eu des entretiens à Rome, Corso Vittoriale, hein, avant que le baron nous quitte en 1974. C'est quelqu'un aussi qui a fréquenté donc un certain milieu littéraire et cinématographique sur Paris, hein, plusieurs actrices comme Ava Gardner, Carole Bouquet, et surtout des cinéastes comme Jean-Luc Godard et Barbara Schroeder et Eric Rohmer, surtout. Eric Rohmer, qu'il avait fait surtout figurer dans un de ses films, L'Arbre, le maire et la médiathèque, hein, pour ceux qui sont des fans de Rohmer. Donc voilà, donc c'était quelqu'un qui abondait en prophéties diverses et variées. On ne savait jamais trop avec lui si c'était du lard ou du cochon en fin de compte. S'il fallait prendre pour argent comptant ses propos. En tout cas, il y avait toujours quelque chose de décalé chez lui et quelque chose de fascinant quelque part. C'était un peu un disciple d'Abellio. Exactement. On voit d'ailleurs, il a consacré un ouvrage à Abellio, hein, l'Assomption du Soleil Rouge de Raymond Abellio, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement le titre, chez Très Daniel. Qui reprend le titre d'Abellio sur l'Assomption de l'Europe, en fait. Exactement, oui. Donc oui, il avait été marqué par Abellio, par Eliade dans ses romans, hein, où il y avait une part tantrique, hein, qui d'ailleurs visait des éléments féminins tout à fait charmants, hein, qui figuraient dans ses romans cryptés. Et surtout, c'était aussi une langue particulière. Hein, c'est une sorte de métalangage assez hermétique. Il fallait se plonger dans cette prose que certains ont qualifiée de contre-littérature d'ailleurs. Hein. Je pense à Alain Santacreux et la publication qu'il avait éditée pendant quelques temps, et donc à la suite, si vous voulez, de la démarche littéraire de Jean Parvulesco. Donc vraiment, c'était quelqu'un, en tout cas, qui se situait radicalement sur une ligne grande européenne, sur une ligne impériale, avec un rattachement au mythe polaire, au mythe boréal, au mythe hyperboréen, mais toujours pareil, à sa manière, hein, lui se qualifiait comme une sorte de catholique marial. D'ailleurs, il avait un projet assez fou d'attirer le monde de l'orthodoxie, hein, de faire un retour de l'orthodoxie dans le giron romain, hein, dans un giron catholique impérial et abyssal, bon, pour reprendre un petit peu les qualificatifs qu'il affectionnait et dont il ne se privait pas d'utiliser à foison dans ses différents romans et essais. D'ailleurs, il était assez mystique, ces crampons, hein, au micro, Pascal. Oui. Je me souviens, chez lui, au-dessus de son lit, il avait une photo de l'archange Michel. Il avait une photo de Codréanu, à qui il vouait un culte assez intéressant. De toute façon, je crois que le contraire eût été étonnant. Codréanu, déjà en son temps, avait marqué une bonne partie de l'intelligence romaine de l'époque. Bon, lui était peut-être un petit peu jeune lorsque Codréanu est apparu au firmament de l'histoire des années 30, a priori. Bon, lui avait une dizaine d'années. Bon, il racontait qu'il s'était enfui en Yougoslavie de manière un peu rocambolesque, en traversant un fleuve et ensuite en se retrouvant dans les geôles de Tito. Bon, lui ensuite marquait une influence qui
qui montrait effectivement un côté très mystique. Un côté, il était assez copain, il avait bien rencontré, il avait travaillé un petit peu, me semble-t-il, avec Horia Sima, le successeur de Codreanu, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle L'histoire du mouvement légionnaire. Tout à fait, édité au Brésil d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir le tome 1, d'ailleurs il n'y a eu qu'un tome 1 qui a été édité. Oui, bon, c'est une... Je sais pas si après on peut vraiment le situer totalement par rapport un rattachement à la gare de fer. Je crois que le personnage n'est pas réductible, si vous voulez, à cette expérience historique ô combien d'ailleurs intéressante et pour laquelle d'ailleurs nous consacrons très probablement une émission prochainement sur MZ. Mais voilà, c'était quelqu'un qui avait véritablement des positions assez hétérodoxes, mais bon, qui reprenait un petit peu nos préoccupations. Et vis-à-vis des lecteurs, dont je voudrais signaler que deux de ces romans ont été édités récemment aux courageuses éditions Alexis Farmac, du dynamique Arnaud Borde. Donc Arnaud Borde avait édité il y a quelque temps Dans la forêt de Fontainebleau, un copieux roman métaphysique de Pavlesco, ainsi que Le Sentier perdu, qui est sorti récemment, un peu plus court. Et un essai qui s'intitule La confirmation boréale, où là aussi c'est une sorte de journal, un journal politique et métaphysique, des multiples rencontres de Pavlesco. Ce qui était marrant aussi chez Pavlesco, c'est que souvent il mettait en scène dans ses romans des personnalités réelles, qu'il connaissait, qu'il appréciait. Il y avait toujours des petits clins d'œil, donc à des personnalités connues, je vous dis, du monde littéraire et artistique, ou alors de la scène métapolitique. Alors, PGL, merci pour ce passage et ces éclaircissements sur Pavlesco. Qu'avez-vous d'autre? Pour terminer rapidement avec Pavlesco, je voudrais quand même suggérer quelques titres aux lecteurs qui seraient les plus intéressés et qui me semblent les plus intéressants pour une première approche du personnage. Donc, je voudrais tout d'abord citer son Vladimir Poutine et l'Eurasie, qui a été édité par les Amis de la culture européenne. Merci. Et qui reprend une série d'articles qu'il avait publiés un peu à droite et à gauche et qui bien sûr sont tournés autour de la figure du régénérateur de la Russie du début des années 2000, celui que j'ai coutume de qualifier d'Auguste russe, le Octave Auguste russe, mais il y a d'autres problématiques qui sont abordées. D'ailleurs, Jean Pavlesco entretenait des relations régulières avec Alexandre Douguin, le père russe du néo-eurasisme. Mais ensuite, je verrai deux autres essais qui en fait sont une collection d'articles avec une lecture un petit peu symbolique et métaphysique de certains essais, de certains romans qu'on peut qualifier d'occultistes et fantastiques. Dans le premier essai, c'est celui qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'est La Spirale prophétique, qui avait été édité en 86, je crois, chez Guy Trédaniel, et la suite s'intitulait Le Retour des Grands Temps. Et là, Jean Pavlesco avait le mérite de faire connaître des auteurs peu diffusés, qui avaient été à l'époque édités par les mythiques éditions, nouvelles éditions Oswald. Je pense à des auteurs comme John Beauchamp, comme Talbot Mundy, et surtout le mythique Earl Cox, avec sa sphère d'or. Donc là, il y avait une approche très particulière de romans qui étaient à la confluence de l'ésotérisme, du fantastique et de la science-fiction. Et vraiment, c'était assez exaltant pour ceux qui, ont la fibre littéraire et voudraient sortir des sentiers battus à ce niveau-là. Très bien. Écoutez, merci PGL pour vos chroniques, en tous les cas. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, mon cher PGL. Tout à fait. Mon temps est déjà écoulé. Écoutez, malheureusement, nous avons quelque peu débordé. Il y a de vraies pipelettes dans ce studio. Vous aviez encore beaucoup d'autres. Je voulais simplement la réédition d'un ouvrage fondamental. Ah, si c'est fondamental, allez-y. Un de plus. Dans l'ouvrage de Jacques Marlot qui s'intitule Le renouveau païen de la pensée française. Donc Jacques Marlot a été une des figures du Grèce de la fin des années 80, il a d'ailleurs été le président. Il avait sorti aussi un ouvrage intéressant, un ouvrage collectif qui s'appelait Interpellation, qui reprenait une certaine partie de ses articles et qui illustrait un point de vue de la nouvelle droite, un point de vue des années 90 et des années 2000. Et dans cet ouvrage Le renouveau païen de la pensée française, Jacques Marlot, en fin de compte, fait état de la permanence d'un sentiment païen chez de nombreux écrivains.
des écrivains qui nous sont chers. Ça va de Jean Cau à Louis Pauwels dans sa bonne période, en passant par Monterland ou Pierre Gripari. Mais cet ouvrage qui est écrit dans une langue claire et accessible ne se limite pas à ça. Il expose surtout, il fait un exposé assez détaillé de la vue du monde païenne et de ce que, en fin de compte, peut en faire une alternative au monde moderne, une vue du monde complexe et transdisciplinaire, et qui peut se révéler véritablement un recours donc pour les temps de déraison que nous vivons. Très bien. Voilà, donc cet ouvrage a été réédité donc aux éditions de l'Ancre, et je le conseille fortement à nos lecteurs, avec une préface d'ailleurs de Jean Cau. Juste pour rebondir, il y a c'est le salon du livre jeunesse depuis mercredi, et j'ai pu constater aujourd'hui avec beaucoup de plaisir qu'il y avait eu des rééditions des contes de la rue Broca et de la rue Mouffetard de Pierre Gripari en édition jeunesse qui était très bien faite. Oui, d'ailleurs mercredi dernier il y avait une soirée à l'âge d'or. Monsieur PGL, je vais être obligé de vous couper la parole à nouveau parce que nous arrivons au terme de cette émission. Vous retrouverez bien entendu les chroniques de PGL sur notre site internet. Merci à vous PGL. Tout à fait Gérard. Merci chers invités, chers auditeurs. Eh bien écoutez, je vous salue. Je vous dis à la semaine prochaine avec l'ami Eugène. Nous aurons la joie de recevoir Maître Delcroix. Également. Ça va chauffer dans le studio. Ça, merci Eugène. Et enfin, je tiens à saluer le Baron Fou d'Europa Radio et je le remercie vivement d'avoir passé les glochos sur Europa Radio. Clin d'œil. Merci à vous, chers auditeurs. À la semaine prochaine.